Bienvenue sur TV 78 pour cette nouvelle émission de fin d'année. La rédaction est réunie et vous a préparé un rendez-vous spécial pour un passage tout en douceur vers 2019. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci donc de nous rejoindre. Au cours de la prochaine heure, nous parlerons de l'engouement pour les jouets rétro, du retour de la Pottermania. Il sera aussi question des traditions de Noël. Nous irons jusqu'au Brésil à la rencontre d'Yvelinois en plein tour du monde. Sur ce plateau également, Dylan, à 14 ans, ce jeune garçon de Saint-Arnaud en Yvelines a été demi-finaliste à The Voice. Un an plus tard, il rejoint le groupe des Kids United. Une professeure de CrossFit nous donnera aussi ses conseils pour garder la forme après les réveillons. Et puis, nous n'oublions pas nos amis les bêtes avec l'opération Noël de la SPA. Il y aura aussi de nombreux autres rendez-vous à découvrir tout au long de l'émission. Et Marilène, c'est avec vous qu'on va débuter pour se plonger dans l'esprit de Noël. Direction le château de Breteuil. Oui, le château qui est connu pour ses contes de Perrault animés, il ne fait pas l'impasse sur Noël. La demeure s'est parée de ses guirlandes et nous l'avons visité. Dès le jardin, on comprend que c'est Noël au château de Breteuil. Pour découvrir l'ensemble des décorations, Jean-Emmanuel Charot, administrateur de la demeure, nous l'a fait visiter. Le circuit sera décoré dans cette ambiance festive jusqu'à la fin des vacances de Noël. C'est un travail de plus de 15 jours réalisé par Lydie Bailly, la jardinière, et Paula da Silva, l'intendante. Dans la salle à manger du personnel du château, l'ambiance qui est reconstituée s'est déroulée en mai 1905, lorsque le roi Édouard VII d'Angleterre est venu déjeuner au château. Son chauffeur est reçu à table par le personnel qui le reçoit dignement. On a en plus évidemment là fait les décors de Noël avec ce magnifique sapin et un thème rouge cette année. 20 salles du château sont proposées à la visite et reconstituent son histoire. Et donc c'est l'ambiance début XXe siècle qui est reconstituée. La maîtresse de maison, avec sa jolie robe, est descendue superviser les derniers préparatifs pour le déjeuner et donner ses consignes au chef cuisinier. Quand on monte les étages, on arrive dans les pièces des propriétaires avec une table de Noël aux curieux invités. Il y a le petit chaperon rouge qui côtoie Barbe Bleue et le prince charmant, Cendrillon, ou le marquis de Carabas. Pièce maîtresse cette année, une robe de réveillon dans le salon de musique créée à partir de branches de sapin. On est très content de cette nouveauté. On espère comme ça créer une nouvelle robe chaque année, à partir de 2018 donc. Chaque personnage du château a droit à son décor spécial. Les chabotés qui sont la mascotte du château, que l'on retrouve un peu partout dans le circuit de la visite. Ici, dans la bibliothèque, vous avez le chat libraire et son élève, et qui sont très bien entourés d'un magnifique village de Noël. 6 sapins sont répartis tout au long de la visite, le plus somptueux étant réservé à la grande galerie. Alors, nous sommes dans la grande galerie du château, où il y a les plus grands portraits de famille et puis certains portraits royaux. Et c'est dans cette pièce que nous avons mis le plus grand sapin. Il fait 4,50 m de hauteur. Et puis de l'autre côté de la cheminée, le Père Noël et un fauteuil attendent les visiteurs qui veulent se faire prendre en photo. La visite du château se fait tous les après-midi et pour les vacances scolaires, elle commence dès 11h30. Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil, est en plateau avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va donc parler un petit peu plus de ce qui est proposé au château de Breteuil, Marilène. Alors, dans le reportage, on voit la visite du château, mais il y a aussi les scènes de contes. Et justement, une nouvelle arrive pendant les vacances. Tout à fait, c'est Barbe Bleue. Barbe Bleue existait déjà, mais nous l'avons entièrement rénovée. Elle était un peu désuète et on l'a mise au goût du jour, tout comme on l'avait déjà précédemment fait pour Cendrillon ou Podane. Cette année, c'est Barbe Bleue qui va être entièrement en son et lumière et qui va être donc inaugurée au moment des vacances de Noël. Donc, comme d'habitude, ça a été fait par Christophe Fleuret. Tout à fait, notre scénographe habituel, et qui, dans chaque scène de conte, apporte une nouvelle innovation, une nouvelle touche. Et cette fois-ci, c'est la femme de Barbe Bleue qui va apparaître, disparaître. Il y a des fantômes qui vont parler, les ex-femmes. Voilà, donc des mais ça nouvelles reste technologies. familial, néanmoins. Pour Oui, les oui, enfants. tout à fait. Alors, ça reste un des contes qui peut-être feront le plus peur. Et encore, on a veillé à ce que la fin soit heureuse et que les enfants ne sortent pas du tout traumatisés, bien sûr. Vous arrivez néanmoins à renouveler chaque année les thèmes pour Noël ? Pour faire revenir le public aussi, parce que c'est le but. Effectivement, alors là, donc c'est vraiment Barbe Bleue qui va être la grande nouveauté. On renouvelle aussi avec des contes différents racontés par les conteuses. Voilà, donc là, les Noël, conteuses... spécialement pour Noël, c'est ça ? Effectivement. Donc il y a
comme vous le savez, toute l'année des contes de Perrault. Pendant les vacances de Noël, la conteuse va glisser un conte de Noël au milieu des contes de Perrault, ou même des contes de Galette. Pour la fin des vacances de Noël, ce sera plutôt conte de Galette, puisqu'on se rapprochera de l'Épiphanie. On n'oublie aucune des périodes. Et si on parle du château en général, il y a toujours toutes ces activités. Il y a toujours toutes ces activités. La visite guidée, bien sûr, c'est quand même l'élément essentiel de la visite du château. Là, toutes les pièces du château, toutes les cheminées, tout est décoré. Il y a 6 sapins répartis sur le circuit de la visite. Et puis des boules, des guirlandes, ça clignote dans toutes les pièces. Et c'est assez féerique. Voilà, pendant tout le mois de décembre et une bonne partie du mois de janvier aussi. Avec toujours une bonne fréquentation sur cette période-là? Oui. À moins qu'il y ait 3 mètres de neige, on a beaucoup de monde. Ça permet aussi pendant les vacances de Noël. D'être dans le ton de Noël avec de la neige aussi. Exactement. Breteuil, c'est essentiellement une sortie familiale. Et effectivement, Noël est la période de l'année où les familles sont réunies. Il y a les cousins qui sont ensemble chez les grands-parents. Donc on a effectivement beaucoup de monde pendant ces 15 jours de vacances scolaires. Et on peut retrouver tous les éléments pour préparer sa visite au château sur le site internet qui va s'afficher en bas de l'écran. Effectivement, www.breteuil.fr. Là, on est dans l'esprit de Noël, le moment de Noël. Il y a d'autres rendez-vous déjà planifiés pour la suite, on en profite? Ah oui, toute l'année, il y aura les grandes chasses aux œufs pour Pâques, bien sûr. On peut déjà noter dans les agendas. Et puis, entre les deux, il y a moult week-ends avec différentes manifestations. Tout ça sera visible sur le site. On est en train d'éditer le dépliant 2019, qui sera diffusé un peu partout. Pour les vacances de février, il y aura également les ateliers de Sophie pendant les vacances de février. Je crois que 2019, c'est une année anniversaire pour le château. Tout à fait. 2019, ce sera le 50e anniversaire de l'ouverture du château au public. En 1969, Henri-François et Séverine de Breteuil ont ouvert un château en mauvais état. 2 pièces au début, 3 pièces, 4 pièces. Oui, ça a permis de le rénover au fur et à mesure, cette ouverture au public. Voilà. Les premiers personnages de cire qui sont arrivés, tout ça s'est fait petit à petit. Mais en 1969, c'était le début d'une grande aventure. Et maintenant, 50 ans après, le château est en bon état grâce aux visiteurs qui sont les mécènes réguliers et récurrents de Breteuil. Et profitez-en donc pour aller découvrir ce château, pas forcément sous la neige, mais en tout cas dans l'esprit de Noël. Jean-Emmanuel Charroux, vous restez encore en plateau un petit peu avec nous pour ce rendez-vous spécial sur TV 78 qui se poursuit et qui dit Noël dit cadeau. Aurélie, on va se replonger en enfance avec vous. C'est une des grandes tendances de cette année, les jouets rétro, vintage qui reviennent à la mode. Et oui, Noël 2018 ne sera pas uniquement high-tech puisque selon une étude Opinionway, 1 Français sur 2 serait nostalgique de ses jouets d'enfance. J'imagine que c'est le cas également sur ce plateau. On va faire un petit tour de table justement. Wilfried, je commence par vous. Oh là, pourquoi par moi? Votre jouet préféré quand vous étiez enfant? Mon jouet préféré, c'est mon jouet préféré. Je ne sais pas, les voitures télécommandées, peut-être ce genre de choses-là. Ouais, voilà. Manon? J'ai beaucoup joué avec les Barbie. Ah oui. On reste dans les clichés, pour l'instant, vous voyez. Moi, j'étais très Playmobil. Vous n'étiez pas Barbie? Non, pas Barbie, non. Inconditionnel de Barbie aussi. Jean-Noël Charroux. Et moi, c'était les maisons. Jean-Emmanuel, pardon. Jean-Noël, je reste dans l'esprit Noël. Jean-Emmanuel, excusez-moi. Ouais, c'était plutôt les jeux de construction, les maisons en bois. On prévoyait l'emplacement de la fenêtre, l'emplacement de la porte, la cheminée, il ne fallait pas l'oublier. Les caplas. Exactement. Voilà. Et vous, Grégory? Moi, des Pokémon, Power Rangers, voilà. Vous apprécierez l'âge de chacune des personnes autour de la table en fonction de ces jouets. En tout cas, tous ces jouets, on les retrouve dans les rayons des enseignes spécialisées, des jouets qui ont été réédités pour certains, qui ont eu un petit coup de jeune. On est allé vérifier ça à Rambouillet. On va retrouver des reproductions de ces mêmes produits qui n'existaient plus ces dernières années et qui sont ressortis ces derniers temps pour justement satisfaire. Là, on est plus sur une demande en fait des parents. Le magnétophone à cassette. Donc là, c'est la fidèle reproduction de la version en 2018. Donc il n'y a pas de MP3, ça reste toujours la petite cassette audio. Également le téléphone classique à tirer. Donc là, c'est pas le smartphone. Vous êtes vraiment sur le téléphone très classique qui existait dans les années 80 également. Vous allez avoir le kiki de tous les kikis. Donc en fait, il est renommé Mon Chichi, c'était le nom original. Et ça, c'est pareil, c'est une tendance ça joue beaucoup sur la nostalgie. Alors évidemment, on le voit à la caméra, j'imagine. Et là, plusieurs le kiki. Générations. C'est plus des kikis maintenant. Voilà, c'est les Mon Chichi, puisqu'en fait, le nom a changé en 2013 suite au rachat de la marque. On remercie d'ailleurs Mélanie qui nous a prêté son kiki.
Voilà, donc il faut bien dire mon chichi en fait aujourd'hui. Oui, ça passe mieux. Ouais. Qui était d'ailleurs, voilà, évidemment. Alors dans les rayons, on a pu voir également plusieurs d'anciens jouets Fisher-Price en fait qui étaient très populaires dans les années 60-70. Ils ont été donc réédités, mais en fait ils sont distribués par une entreprise qui est bien connue sur le territoire Saint-Quentin en Yvelines, l'entreprise Asmodée. Alors j'ai avec moi sur ce plateau notamment une réédition du jeu Le Fermier Adi. Il avait été lancé en 1965. En fait, c'était à l'époque le tout premier jouet, je vous le fais passer, où l'on pouvait en fait entendre les différents sons d'animaux. On a juste à tirer. En fait, il faut juste tirer. Vous avez normalement sur le côté. Non, ah oui, voilà. Tirer une fois dessus. Voilà. Je ne sais pas faire fonctionner un jouet. Ah, c'est bien. Voilà, et alors c'est destiné évidemment ça va m'amuser toute l'émission. Un public assez jeune, à partir de 18 mois, ça vaut à peu près 30 €. Il y a également cette télévision musicale, c'était la première donc, qui est sortie en 1966, c'était pour les enfants de 12 mois et plus. Alors il y a des comptines, alors ce qu'il y a c'est que si je mets avec les... Oui, on va avoir plein de sons, voilà. On comprend pourquoi les jouets ont disparu pour la tranquillité des parents, les tablettes c'est beaucoup plus calme. Voilà, c'était donc la première télé musicale donc qui est sortie en 1966. Et puis troisième objet vintage également distribué par Asmodée, l'appareil photo Fisher-Price donc qui est sorti en 1968. Il y a des disques à insérer, on peut donc voir des histoires de boucles d'or notamment. Voilà. Donc c'est un design vraiment vintage, j'y arrive. Ça peut paraître assez désuet, mais en fait c'est vraiment une vraie demande aujourd'hui. Il y a une vraie demande évidemment des parents puisqu'il y a cette notion de transmission qui est important pour les parents. Et puis, en fait, la conclusion, c'est que même si on prend de l'âge, on reste tous de très grands enfants. Il y a des jouets que vous avez eus les uns les autres là? Non, aucun pour moi. Trop ancien. Alors, Patrick Jacques de Dismuth, qui fait partie de la rédaction, m'a dit que voilà, il avait connu on voit pas, si on peut faire un petit plan sur Patrick. Cette télévision musicale. Voilà. Mais c'est plutôt nos parents, voilà, on était encore un petit peu trop jeunes pour non, mes parents étaient déjà grands pour jouer à ça. Non, on peut pas faire de selfie, non. Mais les enfants, pour moi alors. les enfants véritablement arrivent à se prendre à ce genre de jouets malgré la concurrence des téléphones portables. Je pense que c'est quand même plus un désir des parents en fait d'avoir le plaisir de revoir les jouets de leur enfance. Dans quelques instants, c'est Dylan, un jeune des Yvelines, qui est nouveau membre des Kids United et qui figure sur l'album L'Esprit de Noël, qui viendra interpréter Vive le vent sur ce plateau. Avant de l'écouter chanter, c'est vous qui allez donner de la voix. Micro-trottoir compilé par Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Et merci encore à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Vas-y, c'est quoi déjà? Avant de partir, faudra bien se couvrir. Il faudra bien se couvrir. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ouais, voilà, c'est ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes souliers par milliers. Round your virgin mother and shield, holy infant, so tender and mild. You are, see my side. En août 2017, les téléspectateurs découvrent Dylan, 13 ans. Ce jeune Yvelinois participe à la 4e saison de The Voice Kids. Il arrive jusqu'en demi-finale et depuis, il poursuit son chemin musical. Un album, Sardouez-nous, et en mai dernier, les Kids United, nouvelle génération. Et il est avec nous en plateau ce soir pour nous interpréter Vive le vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère.
sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage. On danse au coin du feu et dans chaque maison il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies quand chante dans le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. La 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 la, wow. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Wouh! Merci Dylan. Alors, on ne les voit pas, elles sont derrière les caméras, mais il y a un petit public et certaines qui étaient très émues, très contentes d'être là. Une chanson tout à propos pour la saison. C'est dans l'album L'Esprit de Noël qui est sorti le 23 novembre dernier. Ça fait encore une corde à ton arc. Encore beaucoup de projets. Alors pourquoi tu as choisi Vive le vent ? Parce que c'est une chanson que tout le monde connaît, c'est quand même un classique de Noël et je me suis dit que c'était bien de reprendre cette chanson parce que c'est une belle chanson et j'adore la chanter. Et tu as mis une petite touche jazzy, c'est toi qui l'as voulu. Alors, c'est un album qui a été créé par mon directeur artistique, Jérémy Chaperon, donc qui a réalisé l'album. Et il s'est dit que ça serait bien de faire un album de Noël comme à l'américaine et faire un truc un peu jazz, mais avec des classiques de Noël comme ça, et de les rendre un peu plus matures. Et ça te plaît, ce rythme-là, jazz, justement, un peu ? Je trouve ça très intéressant. C'est plus intéressant que la version un peu plus cantine d'enfant, et j'aime beaucoup. Alors depuis quelques mois, il y a eu ta participation à The Voice Kids d'abord, et tout s'est accéléré. Exactement. Comment tu vis cette aventure ? Parce qu'on le rappelle, tu avais 13 ans lors de l'époque, mais maintenant t'en as 14. Comment on vit ça à 14 ans ? Je le vis un peu comme un rêve éveillé. C'est assez incroyable parce que j'ai rien demandé. Enfin, on est venu me chercher et du coup, du jour au lendemain, ça a basculé. J'ai fait The Voice Kids, ce qui m'a amené à faire tous les projets après. Et c'est incroyable. C'est vrai que ça s'est très vite enchaîné et je réalise pas. Et tu fais aussi partie de la nouvelle génération des Kids United. Qu'est-ce qui t'a plu quand on te l'a proposé ? Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce projet ? Ce qui m'a plu et ce qui m'a vraiment donné l'envie de travailler avec les kids, c'est le fait qu'on est ambassadeur de l'UNICEF et on aide beaucoup d'enfants. Chaque album vendu, c'est 1 euro reversé à l'UNICEF. Pareil pour les places de concert et ça, c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui souffrent, surtout dans les pays en Afrique. Et ça me fait super plaisir de me dire que j'aide des enfants avec ma passion. Alors j'imagine que c'est très prenant, l'école, les répétitions. Ouais. Comment est-ce que tu fais tout pour tout concilier ? Comment tu fais ? C'est avec la production, on s'arrange pour vraiment quasiment jamais louper l'école. Donc ça arrive très rarement et quand on a des rendez-vous, c'est le mercredi et le week-end ou alors de temps en temps des exceptions où on enregistre en semaine et voilà. J'imagine que les parents, les amis sont aussi très présents pour t'aider, t'accompagner. C'est ça, oui, puisque vu que je suis mineure, il faut toujours un adulte avec moi, que ce soit mes parents ou bien alors des amis, de la famille, donc ouais. Juste, jamais le trac.
Oui, parce que c'est impressionnant. Jamais, parce qu'il ne l'a pas du tout. Il attendait patiemment le moment de chanter. Il a chanté, il a fait son show. Je sais et pas voilà. si limite on n'est pas plus impressionné. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu le trac parce que c'était tout nouveau. Enfin, je faisais des petits spectacles d'école chez moi, et là, du jour au lendemain, des scènes de spectacle avec des centaines avec de des palais des sports, des zéniths, notamment à Lille. Ouais. Et c'est vrai que c'est incroyable. Du coup, j'ai déjà fait une tournée qui s'appelait Kids United and Friends avec les anciens kids. Et vu qu'ils avaient beaucoup d'expérience, ils nous ont beaucoup appris, à Iliana et moi qui les avons rejoints. Et on a beaucoup appris d'eux, et on a vu qu'en fait, ça servait à rien de stresser et qu'il fallait plutôt en profiter du moment, parce que c'est quand même assez incroyable à notre âge. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je stresse plus trop, je profite. Et ça va être incroyable parce que tu pars en tournée le 27 Exactement. janvier. C'est la première date avec les kids. 30 dates, imaginez-vous, Wilfried, à 14 ans, 2 au Palais des Sports de Paris, vous allez défendre. Il y en a une troisième qui s'est Et j'en ai rajoutée. oublié une. Pour défendre Au bout de nos rêves, qui est déjà vendu à 80 000 exemplaires. Exactement. Un petit mot peut-être sur les chansons dedans. C'est pas du tout de ta génération, vous chantez quand même du Bourvil, mais j'imagine que tout le monde peut tout chanter, partager aussi. C'est ça qui est intéressant avec l'album Au bout de nos rêves, c'est qu'il y a beaucoup de chansons que les parents connaissent et les grands-parents aussi. C'est des très vieilles chansons. La plus vieille, c'est La tendresse de Bourvil, notre premier single. Et c'est intéressant parce que du coup, quand on va en concert, on fait découvrir aux enfants les anciennes chansons qui peuvent aussi les chanter, et les parents qui sont aussi contents de venir assister et d'entendre leurs chansons qu'ils ont chantées quand ils étaient plus jeunes, justement. Et vous avez écouté les morceaux d'origine, ou alors vous êtes parti libre pour votre interprétation, et puis après vous avez comparé? Du coup, pour ma part, je pense qu'ils ont fait exactement la même chose, les autres kids. J'ai écouté les versions originales, et après j'ai essayé d'aller voir s'il y avait des covers, et après je les chantais, et pour rajouter notre petit grain de sel et rendre ça un peu plus moderne, et que les enfants qu'ils puissent aimer, quoi. Merci beaucoup, Dylan. Alors, pour t'écouter et découvrir tes projets, je le rappelle, il y a 2 albums, L'Esprit de Noël, il est ici, et Kids United 4, la nouvelle génération. Et la tournée à suivre. Dylan, est-ce que tu es fan de Harry Potter ou pas? J'adore Harry Potter, oui. J'adore Harry Potter, alors tu feras partie de ceux qui vont peut-être recevoir des cadeaux Harry Potter. La Potter Mania est de retour. Mickaël Elmidoro est allé le constater sur place. Après 45 minutes de transport, Armen arrive enfin dans son lieu préféré, son Poudlard à lui, une boutique versaillaise spécialisée dans les produits dérivés Harry Potter. Après avoir regardé les 8 films en 3 jours, ce passionné à craquer s'est décidé à faire chauffer une nouvelle fois la carte bleue. En fait, je pense que l'univers, il nous a tellement inspirés, on s'y sent tellement bien en fait quand on se plonge dedans, qu'on a envie d'avoir des petits trucs qui nous permettent d'y rester en fait. C'est en s'entourant petit à petit de tous ces trucs là où on se dit en fait moi aussi je vais en faire partie. Pour répondre à la demande toujours plus croissante, la boutique ouverte en 2017 propose aujourd'hui près de 2500 références, dont de nombreux objets dérivés des animaux fantastiques, la nouvelle saga issue de l'univers Harry Potter et qui redynamise la franchise depuis 2 ans. Avec le phénomène des animaux fantastiques, il y a une nouvelle vague de fans Harry Potter. On a la nouvelle génération en fait qui connaît pas forcément Harry Potter et qui a peut-être lu un Harry Potter et qui a regardé les animaux fantastiques. Il y a une nouvelle vague en fait qui est en train d'arriver. La magie d'Harry Potter et des animaux fantastiques a également touché ce magasin culturel des Clés-sous-Bois. Peluches, baguettes, DVD et surtout une quarantaine de livres sont mis en avant dans les allées. Actuellement, on peut retrouver les animaux fantastiques sous forme de livres. Pour les passionnés, les règles du Quidditch. Pour les plus jeunes, un pop-up de Poudlard. Ainsi, Poudlard n'aura plus de secrets pour nos petits lecteurs. Chaque semaine, plus d'une centaine de livres sur le célèbre sorcier sont vendus ici dans cette enseigne. Des chiffres qui devraient augmenter à l'approche de Noël. Je suis venu pour prendre les tomes 4, 5, 6, 7 en poche pour ma petite fille qui veut ça pour Noël. Parce qu'elle vient de tomber dedans, dans la lecture de ces livres-là, et donc elle adore ça. Et comme en plus elle aime lire. Plus de 20 ans après la sortie du premier livre, Harry Potter ne semble pas avoir pris une ride auprès des fans et reste l'une des franchises les plus puissantes au monde. L'univers aurait engrangé à ce jour près de 26 milliards de dollars de recettes depuis son lancement.
De la musique, des cadeaux et des traditions forcément pour Noël. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager. Tout d'abord avec vous, Grégory, direction l'Italie. Et là-bas, pas d'huîtres ni de foie gras pour Noël, Non, pas du tout. Mais je vous rassure, c'est des produits tout aussi gourmands. Ils sont un peu différents. Alors devant moi, vous connaissez forcément le panettone. Et je vais prononcer avec l'accent italien. Comment vous dites? Le panettone. Nicolas voilà. Panettone. L'accent est pas mal. Vous connaissez, c'est une brioche qui vient donc d'Italie, une brioche sucrée garnie de raisins et fruits secs. Ça, c'est pour la version classique, car depuis son invention au XVe siècle à Milan, il s'est exporté dans toutes les régions d'Italie et s'est décliné en plusieurs recettes. Un restaurant situé avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux, qui fait également traiteur et épicerie fine, propose toute une gamme de panettone venus d'Italie. Ils sont aux fruits rouges, à la pistache ou encore sans gluten. Alors, si vous voulez, ici, on a la maison Scarpato. On est sur un panettone classique, uniquement au raisin. Après, on peut avoir d'autres panettones, comme l'Amarena Fabri, avec les petites cerises. Amarena Fabri, c'est l'une des plus grandes maisons d'Amarena. Top en excellence, rien à dire. Après, on peut avoir d'autres panettones également. Je vais prendre, par exemple, pour les gens qui mangent sans gluten, un petit panettone sans gluten au myrtille. Et encore une autre maison, Evino, une maison un peu différente, qui est très très bien aussi. Après il y a d'autres panettones, je vais dire marron glacé, fruits rouges ricotta. On fait un peu toutes sortes de panettones maintenant de nos jours. Bon, il est emballé, on le dégustera tout à l'heure en plateau. En Italie, à Noël aussi, on apprécie le chocolat. Pas n'importe lequel, on dit la gianduja. Nicolas ? Voilà. Gianduja, on peut dire Gianduja en français, voilà, on le connaît. La Gianduja, c'est un peu moins exotique, on va dire. Alors, c'est un chocolat très crémeux aux noisettes qui nous vient du Piémont. C'est la base de la recette d'une célèbre pâte à tartiner que vous appréciez sans doute autour de la table. Et à côté, vous allez dire Nicolas. Et non, je me permettrai pas, Nicolas. À côté de ces marques de grande distribution, il y a aussi des marques reconnues pour leur qualité, comme cette maison turinoise. Une maison qui s'appelle Vinci, très connue dans le Piémont, où là on fait les meilleures noisettes du monde. La maison est très connue pour leurs petits chocolats, les Cuba au rhum. Voilà, c'est l'une des principaux qui sont connus. Après vous allez voir les petits cappuccino, chocolat au cappuccino, au tiramisu également. Et après ils ont également un peu sympa aussi, on goûtait les chocolats, on va dire, un peu différentes régions. Venezuela, Équateur, différents goûts quoi, orange, qui est pas mal, que j'apprécie. Le panettone, si je prononce bien, est emballé juste devant vous. On va le donner à Nicolas, par exemple, par hasard, pour l'ouvrir. On va lui demander aussi de couper peut-être ça commence bien, une ou deux tranches. Par contre, Nicolas, attention à pas vous couper. Voilà. C'est comme l'année dernière. Alors, pas que des choses à manger, il y a aussi des choses à boire sur les tables italiennes, des alcools à consommer, bien sûr, avec modération. Le vin, bien sûr, dont les Italiens diront forcément que c'est le meilleur du monde, notamment des vins blancs pétillants que l'on peut consommer à la place du champagne. Comme vous devez le savoir, en Italie, il n'y a pas de champagne, mais il y a le concurrent, le spumante. Le spumante, c'est comme le champagne, sauf qu'on n'a pas le droit à l'appellation champagne. Là, c'est une maison qui s'appelle Marco Paruso, très connue pour les Barolo Bossiglia, qui est pour moi l'un des meilleurs vins au monde, 100% Nebbiolo. Comme le spumante, c'est également du Nebbiolo. Le cépage du Barolo. Ça va être un petit peu rosé, doré. Moi, j'apprécie beaucoup. Comparé à un champagne, on va payer ça beaucoup moins cher et je trouve que c'est meilleur. On va terminer avec le meilleur moment de cette chronique, la dégustation, alors que Nicolas est en train de déballer de manière tout à fait discrète. Tout à fait discrète. Qui le caractérise. Comment on dit Noël en italien? Natale. Ça se dit Natale. Natale, ça s'écrit voilà. Alors le panettone que vous êtes en train de déballer, c'est un panettone. Là, on me dit dans l'oreillette que l'ingénieur du son est décédé. Parce que vous êtes en train de frotter ça le long du. C'est un panettone aux fruits rouges que vous pouvez retrouver bien sûr dans l'enseigne dont je parlais tout à l'heure à Montigny-le-Bretonneux avec d'autres produits. D'ailleurs, toutes les informations sont à retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Ils ont mis du sucre avec, parce que ça se présente avec du sucre. Alors effectivement, vous pouvez saupoudrer le panettone avec ce zucchero, le sucre, voilà, qui est fourni comme avec. Comme zucchero, pareil. Comme zucchero, comme le chanteur, tout à fait. Voilà. Moi j'ai une question sur les traditions italiennes. C'est pas le Père Noël qui amène les cadeaux, c'est la Befana, c'est bien ça? Alors en fait à Noël, si c'est le Père Noël, donc on dit Babbo Natale, et effectivement au moment de l'épiphanie, donc c'est-à-dire tout début janvier, la Befana qui est une sorcière amène également des cadeaux. Donc les Italiens ont deux fois Noël, d'accord. Alors c'est pas vraiment Noël, mais ils ont deux fois des cadeaux au moment des fêtes. Alors on saupoudre, Nicolas. Je sais pas si on peut voir, on saupoudre. Voilà.
Et effectivement, en Italie, on a une semaine de congés supplémentaires pour fêter la Befana. Voilà. Et vous nous garantissez que c'est bien du sucre dans le sachet? Oui, on garantit ça. Ah bah coupez Nicolas. Nicolas, il veille à la présentation, Nicolas. Non? Vous ne coupez pas? Oui. Si. Nicolas, nous sommes là. C'est ici. On va peut-être continuer pendant ce temps, ou vous lui donnez un petit coup de main, ou on va déguster pendant... On dégustera juste après. C'est quoi le goût particulier? Il y a un goût particulier? Là, c'est aux fruits rouges. Voilà. Okay. Alors, le panettone classique, c'est des fruits, des raisins secs, et c'est décliné maintenant, depuis sa création, c'est décliné en plusieurs goûts des fruits rouges. On en trouve aussi au marron glacé. Enfin, voilà, il y a vraiment au chocolat, tout à fait. Ouais, il y a vraiment plein de goûts. Et les uns les autres, vous avez des traditions dans vos familles respectives? Les 13 Mélanie? Noël de Provence. Noël de Provence. Les 13 Noël de dessert, les 13 desserts de Noël, pardon. 13 Noël de dessert. Ouais. C'est les calissons, bien sûr, Aix-en-Provence, parce que je viens de cette ville-là, avec les mandarines, voilà, c'est plein de petites choses qu'en général je ramène d'ailleurs après le 1er janvier. Marilène? Moi je viens de Bordeaux, donc on boit bien. Ah non, on mange. Et on mange bien, on a les huîtres à côté. On reste sur des traditions plus classiques. J'ai la chance d'avoir un papa cuisinier, donc je mange très bien. Pas forcément. Nicolas, non? Le sud-ouest, le fameux foie gras, et puis tous les produits dérivés du canard, donc que ce soit en magret ou en aiguillette. Les canards vivants, les canards morts, tout ce qui est canard, quoi. Voilà. Non. Nous, on boit du Prosecco. Du Prosecco. Il y a un lobby italien dans cette région. Il y a un lobby italien, j'ai l'impression. Je viens de nom à consonance italienne. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, personne ne l'a coupé, on le goûtera pas. Alors, tant pis. Bon, tout à l'heure, en tout cas, nous partirons du côté du Brésil aussi. Pour le moment, retour à Saint-Quentin en Yvelines, qui lance son premier festival d'humour, le 7-8 Humour. Les nouveaux talents montent sur scène au Prisme à Elancourt devant le public, devant un jury également. Première session qui s'est déjà déroulée, c'était en décembre. La prochaine, ce sera le 19 février et ce sera diffusé prochainement sur TV78. Voici quelques extraits compilés par Romain Ruspini. Par exemple, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, je dis toujours non, pas parce que je suis pas une fille facile, je vous rassure, je suis une fille méga facile. C'est encore plus facile à manipuler qu'un iPad. Tu vois le délire, à peine je m'effleure, oh, je m'allume. Voilà, c'est comme ça. Il y a des enfants dans la salle, je suis hyper gênée. Désolée, je plaisante, je suis frigide. Voilà. Je ressens rien, donc que je fasse l'amour ou pas, c'est pareil, donc si je peux rendre service. Il est mal, le monsieur, il est mal. Je plaisante, les enfants, je plaisante. Mon corps appartient à mon père. Je plaisante pas. Clairement, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, mon corps a envie de dire oui, et ma tête dit non, surtout pas, il peut pas voir ça, c'est dégueulasse, ça fait des mois que c'est pas entretenu. Je parle pas de mon corps, mais de mon appartement, monsieur, soyez pas... Oh, il est magnifique. Oh, il est superbe. Ah, oui, dans l'autre sens. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit, il a une tête de cul. Ah, je peux dire que là, j'ai compris, hein, l'expression « donner la vie ». C'est joli, non, donner la vie? Juste, je savais pas que c'était la mienne de vie que je donnais. Ah, bah, je sais pas vous, les meufs, mais moi, depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie, c'est fini. C'est fini. Au revoir, ma vie. Au revoir. Ouais, tranquille, au revoir. On s'appelle, t'inquiète. On s'appelle, ouais. Ne te retourne pas. No, my life. Je pense que ça se voit que je suis pas un mec très optimiste. 2-3 indices. Je suis pas habillé en désigual. Les désiguales, tout le monde connaît bien sûr, hein, les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ou par les taupes, on saura jamais. En fait, j'ai jamais été optimiste, vraiment, jamais. Déjà, quand j'étais petit, je l'étais pas. Quand j'étais petit, j'étais asthmatique, donc... asthmatique, pareil, tout le monde voit. Pour ceux qui voient pas, c'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Un nouveau club de danse a ouvert à Montigny. Des cours de flamenco sont proposés à la maison de quartier André Malraux par l'association Passion et Olé qui a été créée en juillet 2018. C'est tout récent. Et nous avons en plateau avec nous la présidente de l'association et aussi la costumière Marie Kella. Et aussi Consuelo Gallardo, la vice-présidente de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de créer l'association Passion et Olé ? En fait, on est toutes les deux danseuses de flamenco. En fait, on est toutes les deux aficionadas, comme on dit en Espagne. Et on prenait des cours de flamenco assez loin. On a eu envie de créer ça sur Montigny-Bretonneux parce qu'il n'y en avait pas. On avait des copines qui voulaient en faire avec nous, mais qui ne pouvaient pas se déplacer aussi loin.
Donc voilà, comme ça, on a créé l'association, on s'est dit on se lance. Et puis on a pas mal de monde qui est intéressé, on a pas mal de nouvelles, donc on est assez contente de notre réussite pour l'instant. On espère avoir encore plus de gens. Et merci à vous de nous avoir sur le plateau ce soir. Alors des cours pour débutants sont proposés le mercredi de 18h30 à 20h, tandis que les initiés sont attendus de 20h à 21h30 à la maison de quartier André Malraux. Et justement, j'ai testé un de vos cours avec la professeure de danse Vanessa Barquita. Je vous laisse découvrir. Je me trouve actuellement à la salle André Malraux de Montigny-le-Bretonneux et vous l'aurez compris, je vais tester le flamenco, cette danse originaire d'Espagne. Olé! Vanessa, je me trouve actuellement dans votre cours de flamenco. Vous êtes professeure de flamenco depuis combien de temps? Donc ça fait 15 ans que j'enseigne. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans cette danse? De manier les bras, les hanches, les pieds? Alors le plus difficile c'est coordonner les bras et les pieds parce que dans les mouvements des bras on va très doucement par rapport aux pieds qu'on accélère. Donc on va pas à la même vitesse. Donc c'est ça qui est très compliqué pour les élèves. Et pour les pieds? Et les pieds c'est la rapidité. Ils ont du mal parce que dès qu'on accélère, elles sont un peu perdues, mais ça se travaille pareil que les bras. Et c'est une danse qui est accessible à tout le monde? Oui, à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le monde. Et donc ça se danse en couple ou seul? Ça se danse tout seul, en couple. Le plus souvent, normalement, le plus joli, c'est femmes et hommes. Et donc ensuite à 3, à 4, en groupe, voilà. Très bien, écoutez, je vais essayer tout ça. Vamos? Vamos, ça va y là. Alors Vanessa, c'est quoi les mouvements de base? Alors les mouvements de base, ce qui est important quand on tient bien la jupe, on la tient bien au bout. On ramène à la taille, l'épaule vers le bas, le coude vers le haut et le buste en avant. D'accord? Et ce qui est important, c'est les frappes. Quand on frappe, on pointe et on frappe. On frappe, pointe et on frappe. 3 fois on fait ça. 3e. Et là on fait 4 frappes. 1, 2, 3, 4. Et on pivote. Et on repense au bras, l'épaule en arrière et le buste en avant. Et on fait frappe, on pointe. Frappe, on pointe. Frappe, on pointe. 4 pieds plats. 1, 2, 3, 4. Et on change. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas le bras. 1, 2, 3, 4. Le changement. Vous faites 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, c'est comment? Et là, vous mettez. Ça va, c'est juste les pieds, la rapidité. 1, 2. Et après quelques entraînements, c'est parti pour la chorégraphie avec le chapeau. J'ai testé pour vous le flamenco, franchement c'est top. Faut juste que je m'entraîne un peu sur la rapidité des pieds. Allez, je retourne. Le flamenco est un art espagnol qui se compose de 3 pratiques artistiques, la guitare, le chant et la danse, comme vous l'avez vu. Depuis sa naissance, cet art est lié à l'histoire et aux traditions andalouses. Il occupe aujourd'hui une place importante dans cette culture régionale. Marie, Consuelo, vous allez nous danser la sévillane. Quelle est l'histoire de cette danse ? Alors la sévillane fait partie du folklore andalou. Elle se compose de 4 petites danses, d'1 minute à peu près chacune, qui racontent en fait la rencontre amoureuse. Donc la première, c'est la rencontre. La deuxième, la séduction. La troisième, la dispute. Et la quatrième, et la réconciliation. On vous montre tout ça tout de suite. Place à la danse. De peregrina y me cogiste de la mano
me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano, me preguntaste el nombre, me subiste a caballo, me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo y me di cuenta enseguida que estabas enamorado. Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura te canté a la sombra de los pinos. Me despertaste temprano aunque daban estrellas, aunque daban estrellas, me despertaste temprano aunque daban estrellas, los dos rompimos llorando cuando saltaron las rejas, cuando saltaron las rejas en mi Virgen del Rocío, la que a la puerta se asoma, viva la Madre de Dios, viva esa blanca paloma. Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura te canté a la sombra de los pinos. Voilà, je vous ai ramené quelques cobayes. Je vous ai ramené quelques cobayes, Michael, Marilène. Voilà, je vous les laisse. Moi, je vais observer ça de loin. C'est gentil, Wilfried. Vous avez mon courage, Michael. Alors, montre-nous, mais je suis très souple en plus. Donc on va danser par deux. Deux par deux. Allez. Je vais comment? Avec Marie, toi tu te mets avec moi, et toi tu te mets là, et tu danses la seule. D'accord? Ok. Alors par contre, donc on fait le petit pas de base, même pied, même bras, on commence par le pied gauche. Et on fait 5 fois. Alors les hommes, il faut qu'ils soient très virils. J'essaye. Les hommes, ils vont nous mettre des mains comme ça. C'est très viril le flamenco. Comme ça? Hein. Ouais, voilà. comme ça. Très bombé, buste en avant, fier. Comme ça. Le bras Excusez-moi, Michael, je vais vous aider. Bombé. Bombé. Le bras bien tiré en arrière, voilà. Très bien. Ok. Très bien. Bon. Et les filles, on fait des jolies arabesques avec les mains. On bouge que les poignets. Voilà. Je peux bouger moi ou non? Bah, l'homme il bouge pas trop, l'homme il reste plus avec les mains statiques. Ah d'accord, je reste statique. Ouais. D'accord. Fier. On y va? On fait les pas de base. Ok. Avec Manon, on a un petit peu vu ça tout à l'heure. On essaye? On essaye. En avant. 1. Moi aussi? Oui. Ouais, d'accord. 2. 3. C'est bien tout ça. Ah, je change les bras, d'accord. 4. 5. Et attention à la passade. Là, toi, tu fais un tour sur toi. On se passe. Et nous, on passe. Et pas de base. Allez. Le gauche ou le droit? Le droit. Le gauche. Le gauche. À gauche. On tire bien sur les bras. Comme ça. Les bras, ils montent et ils descendent. Quand on se croise, tu marches et tu fais comme si tu tapais dans un ballon. Comme si je tapais dans un ballon. Ah, ça, un petit coup de ballon. Ça, éventuellement. Ah, voilà. Quelle virilité, Michael. Ah oui. Bravo. Bravo. Tournez-vous face à la caméra tout de même, vous tournez le dos à tout le monde. Quelle virilité. Pendant que je vous laisse répéter encore un petit peu de quelques pas de flamenco, on fait une petite pause dans cette émission avec des idées sorties ciné pour les vacances de fin d'année. On est à quelques jours de maintenant des vacances de Noël et je voulais vous présenter quelques films qui sont sortis ou qui vont sortir dans les jours qui viennent et qui vont vous permettre de passer de joyeuses fêtes. Tout d'abord, il y a 2 films qui sont sortis qui sont destinés aux enfants, c'est Le Grinch et Astérix. Le Grinch, c'est naturellement destiné aux jeunes enfants. Le Grinch qui essaye de voler Noël, donc c'est destiné aux jeunes enfants. Et puis naturellement notre fameux Astérix, où là on rentre dans une histoire où le druide Panoramix souhaite passer un petit peu la main parce qu'il commence à se faire un petit peu vieux. Donc voilà, donc ce sont 2 très belles histoires pour les plus jeunes pour Noël.
Et puis dans les sorties qui vont venir et qui vont, je pense, aussi marquer les fêtes de Noël, vous avez le retour de Mary Poppins. Quelques 50 ans plus tard, vous avez les nouvelles aventures de la célèbre nourrice qui va ravir les plus jeunes, mais aussi un petit peu les plus nostalgiques. Vous avez aussi un nouveau DC Comics qui va sortir, et vous le voyez derrière moi, Aquaman. Aquaman, c'est une sorte de héros, malgré lui, qui va essayer de réconcilier la Terre, les habitants de la Terre, les habitants des océans. Donc pour ceux qui veulent un petit peu d'action, vous le retrouverez à partir de la semaine du 19 décembre à l'affiche. Et puis un beau conte aussi de Noël, là aussi pour les plus jeunes, c'est Mia et le lion blanc. C'est un beau conte de Noël où c'est l'histoire d'une petite fillette qui va suivre l'évolution d'un lionceau. Donc là aussi c'est un très beau conte, donc je vous encourage à le découvrir pour les vacances de Noël. Et puis pour ceux qui le 1er janvier, après quelques fêtes ou quelques petites coupes de champagne, auraient envie de venir au cinéma, je vous annonce l'avant-première exceptionnelle de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, où vous retrouverez la famille Verneuil dans de nouvelles aventures. Donc c'est le 1er janvier à 18h, une seule séance. N'hésitez pas à réserver dès maintenant. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? Moi j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Ciao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? Je vais faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France. On va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. On va récupérer un peu du flamenco en attendant tout à l'heure de se lancer dans le crossfit. Est-ce que c'est aussi physique que le flamenco? Ah oui, c'est un mélange entre gymnastique, cardio et haltérophilie, donc c'est très complet. Vous êtes prêts, Mickaël? C'est pour moi, ça, forcément. C'est pour vous qu'on l'a fait, bien évidemment. Évidemment. Alors, en attendant, parlons solidarité. Chaque année, les associations œuvrent pour assurer de meilleures fêtes de fin d'année aux plus démunis. Les municipalités également, comme attrape le reportage de Manon Varaldo. Des seniors heureux, le sourire aux lèvres, touchés grâce à la distribution de colis de Noël. Elle était organisée à la salle des 4 saisons en mairie de Trappes. La ville de Trappes est plutôt plus connue pour son extrême jeunesse, mais nous avons aussi quand même 3200 personnes âgées, enfin ce qu'on appelle les seniors maintenant, et donc sur ces 3200 personnes, nous voulons les honorer et les remercier d'être là. Les seniors avaient le choix entre 2 sortes de colis de Noël, les rouges constitués de provisions salées et les colis noirs exclusivement sucrés, une petite attention très importante pour les anciens. Ça fait toujours plaisir de recevoir un colis, surtout quand on est seul, les enfants sont un peu dispersés, donc je me retrouve toute seule à Trappes, donc au moins ça fait chaud au cœur. Le colis c'est une joie, c'est un rattachement aux événements qui se passent dans la ville. C'est une très bonne idée de la ville de Trappes de donner un petit quelque chose à ses vieux. Les personnes qui n'ont pas bénéficié des colis sont conviées à un banquet organisé par la ville de Trappes. 300 personnes sont invitées. Mickaël, est-ce que vous connaissez votre meilleur profil? Mon meilleur profil? C'est une silhouettiste Pas peut-être. vraiment. Ouais, une silhouettiste qui va nous aiguiller sur ça peut-être. Ah oui, tout à fait, Wilfried. Je vous propose de découvrir le métier donc de silhouettiste. C'est pas facile à dire. Une pratique très répandue à l'époque de la cour au XVIIe siècle, qui a presque disparu avec l'arrivée de la photographie. Inès Stankowska est venue de Versailles pour nous présenter son métier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors c'est mon père et mon grand-père qui sont donc silhouettistes, donc c'est une tradition familiale. Et je pensais pas que ça allait devenir mon métier. Je l'ai fait par passion. Je l'ai fait en parallèle de mes études. J'ai commencé à travailler un peu dans l'événementiel et j'ai eu pas mal de demandes et pas mal de succès. J'ai commencé à collaborer avec des agences événementielles et puis des maisons de luxe françaises. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé à faire mon petit réseau et c'est comme ça que j'ai créé la marque La Silhouettiste et j'essaye du coup de montrer mon art, de le revivre un petit peu, de le faire revivre en tout cas. Et vous faites des silhouettes depuis combien de temps du coup? Ça doit faire une dizaine d'années que je suis professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Bien sûr, bien sûr. Les téléspectateurs puissent comprendre. Du coup, vous avez Marilène à côté de vous. Est-ce qu'elle a un bon profil? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez garder votre chapeau ou... Je peux l'enlever. Oui. Il faut combien de temps pour faire une silhouette? 2-3 minutes. 2-3 minutes pour officier. Voilà.
Et vous intervenez auprès de particuliers, vous exercez votre art à quel moment? En fait, c'est lors de soirées événementielles, donc par exemple pour des marques de luxe, pour des lancements de produits, des inaugurations de magasins. Je collabore aussi avec des palaces parisiens, donc ils me proposent en fait à leurs invités. Et vous avez fait la silhouette de plusieurs personnalités notamment. Hein. Oui, tout à fait, oui. Par exemple, du coup. Par exemple, Forest Whitaker, Jennifer Lopez. Là, je me souviens plus trop. Mais, je pense que sur mon Instagram, ce sera plus visible. Là, je ne sais pas tous en tête, mais oui, quelques-uns, oui. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à faire dans une silhouette? Le nez? Il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est vraiment... je préfère les profils avec plus de caractère, ça ressort plus facilement que quand c'est plus simple en fait. Est-ce qu'il faut beaucoup d'entraînement ou pas? Oui. Parce que là on vous voit faire, ça paraît presque simple. C'est parce que j'ai un ciseau numérique aujourd'hui, c'est pour ça. En quelques coups de ciseau, c'est fait. Voilà, c'est presque fait. C'est presque terminé, on va pouvoir voir. Ne sois pas trop anxieuse. Le résultat. Le résultat a l'air d'être là. Moi qui aperçois déjà. Il faut savoir avoir beaucoup de minutie, forcément. Oui, ça c'est une des premières choses. D'abord, c'est l'observation et ensuite l'entraînement pour pouvoir coordonner. Mais là, il vous a fallu quelques secondes pour repérer les... Ah oui, effectivement, je vois déjà le résultat. Ouais. Voilà. Et voilà. Formidable, face à la caméra, ce sera encore mieux. Voilà. Marilène, vous confirmez, vous reconnaissez? Oui, bien sûr. Je ne vois pas souvent de ce profil-là en plus. Effectivement. Et il y a aussi le négatif. Ah bah oui. Vous allez rester encore avec nous encore un peu, peut-être pour vous livrer un autre exercice. Quel sera le cobaye, le prochain? Ah bah vous me dites, hein, moi je... Qui se lance? Mélanie. Le problème, c'est que ça risque d'être compliqué. Quelle silhouette vous inspire le plus? Vous voulez vous lancer? Dites-nous. Mickaël, vous êtes en face. Bon, après, ce sera pour vous, Mickaël. Ça sera pour moi? Voilà, ça sera pour vous, Mickaël. Je vais le faire partager aux autres. Hein, mais... voilà. Pendant ce temps, vous pouvez le faire quand on parle, mais... Pendant ce temps, Mélanie, vous allez nous parler un petit peu de l'art de la table. Bien recevoir à table, pardon. Alors déjà, bien recevoir, on va parler surtout de décoration de table, parce que pour faire sa décoration de table, il faut penser avant tout à son mobilier, s'en inspirer. Par exemple, sur les images qu'on va voir à l'écran, les scénographes du CFA de Saint-Germain-en-Laye se sont inspirés du tapis. Un tapis qui peut faire penser à un parquet, qui est de style moderne, mais on peut aussi jouer avec l'esprit de la pièce. Là, cette table, elle est dressée au cœur du domaine de Madame Elisabeth, qui est donc très classique, plutôt royal. Il fallait donc apporter une certaine touche contemporaine. Souvent, ce que les gens ne pensent pas, c'est que c'est pas une décoration de table, c'est une décoration de table dans une pièce. Donc si vous faites une décoration qui n'a absolument rien à voir avec tout le décor que vous avez à côté, vous risquez de passer à côté. Ici, la vaisselle, on a fait un choix du dépareillage pour les assiettes, hein. Mais il faut absolument avoir quand même un fil conducteur. On ne peut pas tout dépareiller. Alors, le petit conseil de Laurent Tanguy, c'est aussi d'anticiper les décorations en fonction des dépôts de plats. Alors, surtout, ne chargez pas votre table de décoration, puisque si vous allez les enlever juste avant de manger, c'est un peu dommage. Vous allez gâcher le repas avec vos convives. Si on doit poser des plats dessus, on va pouvoir décorer tout autour des couverts, le set de table, le verre, l'assiette à pain, et garder la partie centrale relativement vide. Ou si, comme aujourd'hui, on va utiliser tout l'espace. Et la tendance de cette année, c'est le végétal, retour à la nature. De manière subtile, Wilfried, on va amener un peu de gaieté. Pourquoi ne pas récupérer les feuilles tombées des arbres, des bouts de bois, des branches, des pommes de pin? Mais il faut choisir un élément pour le décliner sous différentes formes ou positionnements, couché, posé, recouvert, etc. Alors les végétaux peuvent même servir de rondes serviettes pour cette table décoration à base d'anémones dans des petits pots carrés. Deux techniques sont possibles, l'autocalage, c'est-à-dire que les fleurs se tiennent entre elles grâce au vase, et la technique la plus simple, ou alors on peut aussi utiliser de la pousse de fleuriste et piquer les fleurs dedans. L'important pour un centre de table, c'est qu'il ne soit pas trop haut. La hauteur maximum par rapport au sol à la table, c'est 30 cm.
37 allumettes étant vraiment déjà assez haut. Il ne faut pas que les convives soient gênés par des fleurs. Mais il existe une exception. Nous pouvons très bien avoir une coupe sur pied très très haute, avec une composition tout en hauteur. Mais au niveau du visuel, il faut que les convives puissent toujours se voir. Alors attention, la décoration de table n'est pas forcément un centre de table. On peut totalement l'excentrer. Là, bien sûr, l'important, bien sûr, Wilfried, vous en doutez, c'est de se faire plaisir et de partager un bon repas. Voilà pour ces quelques conseils que vous pouviez nous donner. Est-ce que, non pas vous êtes décoration de table, je ne vais pas les creuser dans votre intimité, mais est-ce que vous avez terminé? C'est bon, je peux me retourner Ne bougez pas, Mickaël, vous êtes très bien de ce côté. Ah, pas mal. Classe. Même le détail de la barbe. C'est plus que ressemblant et c'est très bien réussi. Merci. Félicitations. Un Instagram, un site internet pour vous retrouver? La Silhouettiste. La Silhouettiste sur Instagram, La Silhouettiste sur Internet. Voilà. Je voulais savoir, vous êtes nombreuses à faire ce métier en France? Plus maintenant. Non, plus maintenant. Il y en a quelques-uns qui sont plus de la génération de mon père, mais aujourd'hui, il n'y a que ma sœur et moi. Et voilà, quelques-uns, on est vraiment très très peu. Et ce sont plutôt les hommes d'ailleurs qui faisaient des silhouettes à l'époque. Exactement. C'était un métier de femme, mais je trouvais que c'était un petit challenge de donner un petit peu de finesse et un peu de glamour à cet art. Et vous avez déjà des demandes pour, je sais pas, Noël, animer la soirée d'un réveillon? Oui, j'en ai. Là, je suis en grosse période justement, je fais pas mal d'événements pour des maisons de luxe, notamment leur branche de Noël. Oui, je fais beaucoup. Vous n'arrêtez pas? J'arrête pas, oui. Et donc, on peut en vivre? Vous arrivez à vivre de cette profession? On peut en vivre, oui. Et vous cherchez à donner peut-être des cours dans des écoles pour que le métier se conserve? Peut-être que dans un deuxième temps, j'aimerais bien transmettre, peut-être des élèves qui sont en école d'art et à faire une formation un peu restreinte, donc peut-être, je sais pas, une dizaine, vingtaine d'élèves, mais oui, ce sera avec plaisir que je transmettrai. Pour ne pas perdre des vieux métiers comme certains disparaissent aujourd'hui avec l'évolution. Vous voulez prendre des cours, Mélanie? Franchement, je suis pas assez habile de mes mains, surtout avec des ciseaux. Vous me connaissez, je suis très gauche. Ça peut être dangereux. Ça peut être l'exercice pour le pas à côté d'elle. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit ce 7-8 spécial fin d'année avec dans quelques instants Nicolas Dandry qui nous donnera quelques conseils pour déguster de bons vins. Avec modération bien évidemment, mais peut-être cherchez-vous encore un cadeau de dernière minute, un cadeau pour les étrennes. Eh bien la rédaction vous propose de découvrir sur notre antenne et sur notre site internet également un 7-8 dossier consacré aux produits Made in Yvelines. Petit avant-goût avec ce reportage consacré à la toile de Jouy qui a su se renouveler au fil du temps. Elle est la création d'un homme, Oberkampf, qui la fabrique à partir de 1760 à Jouy-en-Josas. La toile de Jouy est appréciée à l'époque pour sa grande qualité et la précision de ses dessins. Le tissu est très vite prisé par la bourgeoisie et la noblesse française. Le succès de la toile de Jouy tient à la proximité de Jouy-en-Josas avec le château de Versailles. Christophe Philippe Oberkampf était un visionnaire, tant dans les motifs et d'un point de vue créatif que dans sa gestion industrielle de la manufacture. La cour qui était effectivement à proximité raffolait de sa production. Si aujourd'hui l'indienne ne se fabrique plus dans sa ville d'origine, ses motifs célèbres se déclinent en de nombreux produits dérivés. Au sein du musée de la toile de Jouy, une boutique où l'on peut trouver chaussures, bijoux, trousses ou encore de la vaisselle. Les plateaux qui ont été faits cette année dans un motif bengale, et ce choix a été fait surtout pour les couleurs que Manuel Canovas utilise, donc dans des tons aubergines. Nous avons aussi une autre collection d'étoiles qui a été faite dans un motif qui a été pris dans le fond muséal dans le motif de l'offrande à l'amour. Donc nous avons 4 coloris qui ont été faits cette année. Donc dans ce rouge basque, un rose poulpe et un vert de gris. À chaque saison, sa collection. Pour l'automne-hiver, le produit phare cette année, c'est une marinière créée en partenariat avec la marque Armor Luxe. Un vêtement fabriqué à l'occasion de l'exposition sur le peintre franco-japonais Fujita qui se tient en ce moment au musée de la toile de Jouy. Nous avons repris donc le motif de l'art d'aimer que Fujita a utilisé énormément dans ses œuvres et nous avons décidé de reprendre le bateau, donc un petit sinago qui a été mis dans les coudières des marinières.
2 marques sont disponibles dans la boutique, collection et création du musée de la toile de Jouy. Et pour penser ces produits, l'inspiration ne manque pas au musée qui possède un fonds de 10 000 pièces de toile de Jouy. De baigner effectivement dans tous ces dessins, je m'en lasse pas, je trouve toujours des choses nouvelles. C'est d'une richesse incroyable. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est justement retravailler tous les motifs que nous avons, nous, dans les réserves, notamment les empreintes aussi, il y a des choses fabuleuses. Donc ça, je décline avec ça énormément de papeterie aussi. Dans la boutique, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, comptez de 3 à 200 € pour ces produits au motif de la toile venue de Jouy en Josas. Un bon cadeau, une bonne bouteille, c'est votre philosophie, Nicolas. Effectivement, l'alcool, ça monte à la tête et ça débride les personnes. Et c'est important pour les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an. Et du coup, vous pouvez aller vous rendre chez ce caviste, les Coqs du Vin, c'est à Montfort-l'Amaury. Et il présente notamment une gamme de whisky. Les whiskies de différents types existent. Vous pourriez par hasard avoir des choses qui sont plutôt sur le foin coupé, la céréale, la douceur, ou vous pourriez avoir des choses marins, plus musclés, plus sur des tons salins, iodés. Les whisky d'Islay, par exemple, sont typiques de cette région-là, de cette façon, de ce savoir-faire écossais. Alors on voit que le savoir-faire écossais, c'est vraiment dur, c'est marin. Je ne sais pas si vous avez ce tempérament. Oui, mais le tempérament marin, vous préférez plutôt le whisky doux ou le whisky plutôt dur ? Doux qu'il soit. D'où qu'il soit. Moi, je vous propose d'aller aux États-Unis parce qu'en fait, en Écosse, on écrit whisky avec un Y. Mais aux États-Unis, c'est whisky. Whisky. On va tester votre accent anglais, Mickaël, par exemple. Whisky. Voilà. Et à votre avis, ça s'écrit comment, du coup ? Je sais pas, avec un I. Enfin, whisky. Whisky. Avec un Y. E-Y, voilà, exactement. Et whisky, donc on peut découvrir notamment les particularités du whisky américain. Là, nous serons sur quelque chose qui n'a pas d'orge maltais. Nous serons sur le maïs, le seigle, le blé. Et alors il y a aussi un autre alcool, le rhum. Je sais pas si. Voilà, plutôt rhum arrangé. Oui, mais alors on va juste leur préciser. J'ai oublié de le dire. Tout ça avec modération. Bien sûr. Dans un esprit festif, mais toujours avec modération. Toujours avec modération. Et donc le rhum, c'est les Caraïbes, c'est la chaleur, les tropiques. Et notamment, il y a des rhums arrangés avec une gamme aussi assez importante dans ce magasin. On propose plusieurs choix différents. Citron gingembre, orange bio, ananas Victoria ou, mon préféré, vanille noix de macadamia. Bon, et qu'est-ce que vous faites après l'apéritif ? Vous voulez me proposer un rhum au gingembre ? Oui, peut-être. Après ça, c'est comme vous voulez. Là aussi, on reste toujours dans le côté musclé du gingembre. Après l'apéritif, on passe à table. On passe à table. Et alors, qu'est-ce qu'on prend à table ? Du vin. Du vin, champagne ? Champagne, oui. Pour terminer. Oui, pour terminer. Ouais. Et alors, vous accompagnez avec quoi, par exemple, en termes de nourriture, je veux dire ? Alors, vin blanc, fruits de mer, vin rouge, viande et fromage. Et champagne tout le temps. Écoutez, je vous propose d'écouter les conseils de ce caviste. Pour nous, la spécialité de la maison, c'est les grands meuniers, pinot meunier, donc cépage assez inhabituel, rarement mis en avant, mais qui fait des vins extrêmement fruités et avec beaucoup de classe, beaucoup de finesse, de complexité. Alors ce que nous a précisé ce caviste, c'est que le vin qu'il vient de présenter, il est complet, enfin il est polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut le manger avec du foie gras, de la viande blanche, du gibier plumé aussi. Pas trop de mélange en plus, c'est très bien pour éviter les maux de tête. Et même le fromage. Et alors avec le fromage, il a aussi une autre idée pour vous. Là on est sur la Loire avec Agnès et René Moss, sur le cépage chenin, donc un peu la star de la région. Et quelque chose qui sera très agréable, notamment sur les brebis, les chèvres, des fromages pas trop affinés, mais l'accord est évident avec ce genre de vin. Joyeux Noël à vous et toute votre famille. Santé et n'oubliez pas de consommer avec modération. Alors comme il vient de le dire, surtout avec modération, et je vous propose une dernière petite curiosité. C'est un whisky japonais, alors très rare, et du coup, donc très cher. À votre avis, combien coûte cette bouteille ? Le petit millier d'euros, 1000 euros ? Ouais, je dirais 2000 euros. 5000 euros. Ah, pas loin, Grégory. Vous n'êtes pas loin, Grégory. 6500. C'est plus, c'est moins ? C'est voilà, à peu près. Le vendeur m'a dit que cette bouteille pouvait monter jusqu'à 6000 euros. Jusqu'à 6000 euros.
Parce que c'est un vin rare, 31 ans d'âge, et donc c'est ça qui fait la force et la cherté d'un alcool, c'est plus il est vieux, plus il est de qualité, et donc plus cher il est. Bon, merci pour ces quelques conseils assez cavistes, et puis une fois de plus, tout cela avec modération. Nous parlions tout à l'heure des traditions de Noël en Italie. Avec vous, Grégory, nous allons partir un peu plus loin, à présent au Brésil plus précisément. Guillaume et Kevin Thorin, deux frères, ont décidé de faire 80 000 km à vélo, de parcourir le monde pendant 3 ans. Ils sont à Rio en ce moment, ils sont partis de Bois d'Arcy, nous en avions parlé d'ailleurs sur ce plateau, et ils nous parlent de leur réveillon. Hey, le tour du monde à vélo. Nous voici donc au Brésil, après 8450 km. Je pense qu'on va fêter Noël dans ce pays. Ça a l'air de se... Sauf si on pédale vraiment vite pour aller en Uruguay, mais ça on n'y croit pas. Après avoir traversé la France, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, et puis une traversée en voilier, nous voici donc sous le soleil du Brésil pour peut-être fêter Noël. Eh ben oui, c'est ici qu'on va fêter Noël, entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Donc c'est pas trop, il y a un petit suspense parce que forcément on va continuer de pédaler. Donc on va voir comment les fêtes de fin d'année vont se passer pour nous. En tout cas, ce qui est assez déroutant, c'est qu'on est en plein soleil, il fait 30 degrés, et on est en short, tongs, et pourtant, voilà, il y a des sapins de Noël, l'esprit de Noël est ici, et ça fait plaisir, c'est rigolo, c'est vraiment atypique. Bon, on va fêter Noël, on sait pas trop où encore, il y a notre mère qui est venue nous rejoindre quelques jours ici, mais elle est repartie, elle, pour les fêtes en France, donc on va voir où est-ce qu'on va fêter ça. Ce sera peut-être chez l'habitant, peut-être sous la tente, on va essayer, ou peut-être avec des voyageurs à vélo, qui sait. Enfin, en tout cas, on reste très ouvert et on va trouver une façon originale à nous de fêter Noël. Voilà. Merci beaucoup à tous, merci à TV78, à tous les téléspectateurs de TV78, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis forcément un joyeux Noël. On se retrouve une dernière fois autour de cette table pour évoquer le Noël des animaux. À présent, eux aussi fêtent Noël avec la SPA. Chaque année, un événement d'envergure se déroule à Paris, place de la République. Avec la mobilisation des Gilets jaunes cette année, la SPA a dû l'annuler. Elle a demandé à tous ceux qui avaient un projet d'adoption de se rendre dans les refuges directement. Nous sommes allés à Plaisir pour rencontrer les bénévoles, les salariés qui œuvrent. Écoutez Marie-Laure Caron, la responsable. Le but de la SPA, c'est que l'adoption soit une adoption responsable, réfléchie. Donc on a l'habitude de poser toujours les mêmes questions qui nous permettent de cibler l'importance de l'adoption et de la projeter aussi sur le futur. On leur parle bien sûr des vacances, parce qu'il y a toujours le problème des vacances, que faire pendant les vacances quand on a un animal. Donc voilà, à cette période-là, on fait très attention, mais le reste de l'année aussi. La SPA qui rappelle tout de même qu'offrir un animal à Noël se pense en amont, c'est un engagement au quotidien, hors de question de les abandonner à nouveau. On s'en doute, pour le week-end d'adoption à Noël cette année, 967 animaux ont trouvé une nouvelle famille en France et il en reste encore. Vous êtes plutôt chien, chat ? Chien. Chien. Chien aussi. Chat. Alors, un chat, je vous présente Elton. Regardez, il cherche une famille. Donc Elton, on a appris à connaître ses besoins. Donc c'est un chat qui est vif, extrêmement présent, et donc qui aura certainement besoin plutôt de vivre en pavillon. Ça c'est très important. Vous avez de nombreux chats qui ne s'adaptent pas à la vie en appartement, et c'est souvent une raison d'abandon. Donc nous effectivement, l'idée c'est vraiment de faire une adoption responsable sur le long terme, avec le moins de risques de retour possible. Elton vous a séduit ? Oui, il est mignon. Non, il est mignon. Bon, peut-être qu'il va trouver une nouvelle famille. Et pour ceux qui préfèrent les chiens, j'en ai un petit dernier. Lui aussi attend impatiemment une famille. Et il n'a pas eu un parcours facile parce qu'à la SPA aussi, il y a des urgences, des SOS, comme ils appellent pour ces animaux. Un pincher cette fois-ci, regardez. C'est une petite chienne qui a à peu près 8 ans, une pincher, qui est arrivée au refuge il y a quelques mois déjà. Elle était obèse. C'est une petite chienne qui avait eu aucune contrainte, qui devait vivre avec une personne âgée. Et on a eu beaucoup de mal à le faire prendre confiance en nous. Elle était extrêmement hargneuse, agressive. Elle nous a un petit peu tous goûté au refuge. Et petit à petit, elle prend ses habitudes. Alors, l'idée, c'est pas qu'elle finisse ses jours au refuge, parce que c'est une petite chienne qui est très rigolote, qui est extrêmement intelligente. Le problème, c'est qu'elle a une très mauvaise façon de se présenter aux adoptants. Tout ce qu'elle ne connaît pas, elle va d'office se montrer hargneuse. Et c'est une petite chienne qu'on ne placera pas avec des jeunes enfants parce qu'elle peut pincer. Donc il faut des connaisseurs du pincher, parce que les pinchers de base sont des chiens à forte personnalité. Et comment se passe une adoption ? Quels sont les papiers, les responsabilités que vous aurez lorsque vous vous présentez ? Marie-Laure Caron à nouveau.
Quand on vient dans un refuge, on fait remplir un petit document qui nous permet de savoir dans quelles conditions vivra le chien ou le chat pour cibler en fait au mieux possible l'animal qui peut intéresser les gens, puisque le but en fait c'est de trouver l'animal qui va correspondre aux besoins et vice versa à la famille. Et donc on demande une participation de 250 € pour l'adoption d'un chien, 300 € pour un chiot et 150 € pour un chat. Ils sont identifiés, vaccinés, stérilisés. Et si vous voulez adopter, vous pouvez contacter le centre de plaisir ou quelques-uns des 62 autres refuges. Sur la totalité de l'année 2017, 38 000 adoptions se sont déroulées. C'est bien, mais le meilleur moyen, bien évidemment, de ne pas faire souffrir ces animaux, c'est de ne pas les abandonner et de réfléchir avant. Vous avez des animaux, chacun, chacune? Oui. Un chien, un Yorkshire. Qui s'appelle Uno. Mickaël, il est déjà venu à la rédaction, là, déjà vu. Voilà, j'ai un petit chien, un petit carlin, mais je l'ai donné à mes parents parce qu'ils avaient un grand jardin et moi j'étais en appartement. Donc je vais le voir, c'est un peu la garde alternée. Des fois quand ils partent en vacances, je le récupère et ainsi de suite, voilà. Et il s'appelle Finch. Finch. Comme American Pie. Ouais, comme American Pie. Le film. Il y a un lien? Non, aucun lien. Très bien. C'était l'inspiration. On va retrouver à présent Marilène pour terminer cette émission avec une séance de CrossFit. Et maintenant qu'on a vu comment bien manger pour Noël, on va voir comment récupérer tout ça. Alors avec moi, j'ai Célia Gabri. Bonjour. On va parler CrossFit avec vous. Donc, le mieux pour en parler avant de commencer tout ça, c'est d'aller voir ses adeptes. Je me suis rendue chez Farmer Training, une nouvelle salle dédiée au CrossFit qui a ouvert en septembre à la ferme des Ébisoires, à Plaisir. C'est simple, je suis pompier. Du coup, via mon métier, il faut que je sois entraîné. Du coup, le CrossFit, ça mélange de tout, gym, haltéro, endurance, cardio. Du coup, c'était le bon compromis, quoi. Ça change tous les jours, on n'a jamais les mêmes moods, donc du coup, il n'y a pas de rengaine ni de lassitude. Voilà, on ne fait jamais les mêmes exercices. C'est la surprise tous les jours, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est toujours des bonnes surprises parce que bon, voilà, quand on est motivé, forcément, ça fait qu'on vient et puis voilà, on verra. C'est comme le cadeau du Père Noël. On déballe, on voit ce que ça donne. Alors, comme nous l'ont dit les deux sportifs, il y a un programme différent à chaque cours. Dans le jargon CrossFit, on appelle ça un WOD pour Workout of the Day, un super accent anglais. C'est quoi exactement? Expliquez-moi comment on fait les programmes, ça change vraiment à chaque fois? Exactement. En fait, il y a une programmation qui est faite sur le moyen et long terme. Nous, on sait où on veut amener les gens, comment on veut les éduquer au niveau sportif. Et du coup, après, on divise en petites séquences. Et donc, chaque jour est une nouvelle séquence pour justement faire progresser la condition physique générale. Donc, CrossFit, généralement, ça semble très intense. On va même voir un peu des images, ils y vont bien. Mais c'est quand même adapté au niveau de chacun. Exactement, c'est ça la magie du CrossFit en fait. La magie du CrossFit, c'est que on peut être débutant, on peut être un peu initié, on peut être élite, on peut être handicapé, on peut être blessé. Toutes les solutions sont possibles en fait. Chaque mouvement va pouvoir être décliné pour pouvoir réadapter à chaque personne en fonction de son niveau. Donc c'est pour se maintenir en forme, pour aller encore plus loin. C'est vraiment en fonction on peut avoir des attentes différentes en se rendant à un cours de CrossFit. Exactement. Alors, vous avez quand même une petite particularité, c'est qu'en plus du CrossFit, vous ajoutez du yoga. Exactement. Alors le yoga, c'est quelque chose qui va permettre de travailler beaucoup plus en profondeur. On va travailler beaucoup plus le gainage, on va pouvoir travailler la souplesse, l'équilibre, des choses qu'on travaille un petit peu moins en CrossFit ou de façon plus rapide. Alors que là, on va vraiment prendre le temps au yoga et aussi prendre le temps de travailler sa concentration et vraiment le retour sur soi qui permet justement d'être encore meilleur après sur les autres activités comme le CrossFit. Bon, mais nous, ce soir, on va pas se détendre en faisant du yoga. Je pense qu'on va essayer le CrossFit. Moi, j'invite mes collègues à me rejoindre. Les plus téméraires, les plus sportifs. Les plus téméraires, je ne sais pas. Les plus sportifs, encore moins. On a pris les meilleurs spécimens de la rédaction. Alors, je vous ai préparé un petit cadeau au pied du sapin, n'est-ce pas? Au pied du sapin. Voilà. Très donc, bien. là, vous avez un matériel qui s'appelle le kettlebell. Le kettlebell, qui est donc en anglais, ça veut dire une cloche, en gros, et qui est lesté, donc qui pèse un certain poids. Donc, il y a plusieurs tailles pour plusieurs poids. Celui-là, moi. Oui. Le petit, rien que le petit déjà. Rose pour les filles, n'est-ce pas? Le 8 kg, d'accord. 8 kg et 12. Et comme je vous disais, donc quand vous arrivez dans la salle, vous avez donc
un programme, un nouveau programme tous les jours. Donc ça, c'est un WOD du jour. Tout à fait. Ça, c'est un WOD, Workout of the Day. Donc là, nous avons 4 rounds, 4 tours. Donc, on parle toujours en anglais en CrossFit. Okay, c'est le code, comme le code de la route. Voilà. Donc, on parle en anglais. Nous avons 4 rounds de 9 sit-ups, 6 goblet squats et 3 burpees. Le jargon fait que, je vais vous expliquer, c'est très simple. Les filles se sont mises en robe, elles ont fait exprès, et en talons en plus. Ah, moi, je les ai enlevés. Hein. Pour ne pas pouvoir faire certains mouvements tels que le sit-up. Le sit-up, nous allons pouvoir... Des talons pour pas faire des exercices. Le sit-up, on peut se placer donc sur le dos. Sur le dos. Les filles, vous allez éviter du coup. Donc ce sera les garçons sur le dos. Sur le dos, c'est formidable. Tout à fait. Avec les micros et tout, c'est très C'est parfait. les pieds, jambes fléchies, les genoux en ouverture. Et là, vous allez amener les pieds l'un contre l'autre de cette façon. Hop. Oui, le plus simple, ce sera encore de nous montrer. Vous amenez les mains. D'accord. Oh, oui, c'est vrai, très pratique. Ah oui, donc non, j'ai déjà mal. Vous saviez que vous alliez faire du sport. Non, on n'a pas été en costume. je vais vous trouver un autre cobaye. Michael, alors, on va toucher loin derrière et on va ramener les mains devant. Mais non, c'est pas possible. Si. Mais non. Mais si. Mais non. D'ailleurs, avec la veste. C'est une base. Oh non, ça ne veut pas. C'est une base. je ne peux pas faire ça. Vous faites ça très bien, Grégory. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire du yoga, il faut être souple. Donc ça, c'est le sit-up. Ok, ça veut dire ça, aller s'asseoir en fait, tout simplement. Ok, très bien, bravo. Je vais jamais m'asseoir comme ça. Bravo Grégory. Je ne peux pas. Grégory. Mon dos ne suit pas. Le gobelet squat, les filles vont pouvoir le faire. Tiens. Je vous en prie. Tenez, le gobelet squat de 8 kg. Alors nous tenons le kettle comme un gobelet, donc entre les deux mains. Voilà. C'est bon. D'où le nom gobelet squat. Je pars pour mes pieds de le faire. Les pieds, largeur des épaules. Et nous allons faire un squat. Le squat, c'est la flexion. On descend et on remonte. Le pantalon va pas suivre. Jusqu'où? Est-ce que c'est le pantalon le problème? On imagine qu'on a un gobelet entre les mains, il ne faut surtout pas le faire tomber. Il est rempli d'eau bouillante. Essayez Wilfried. Plutôt bien, oui, j'ai essayé ça. Surtout que je me rends compte que vous n'avez pas de micro, on ne vous entend pas en plus. Donc là, ça je peux le faire. Donc on plie juste les jambes. Oui, alors on place les... En talons, ça va être compliqué, mais non. En tant que danseuse, remarquez, danseuse de flamenco, tout est possible. Alors, on pousse les hanches légèrement vers l'arrière et ensuite on plie les jambes, on descend, 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 et on remonte bien, bravo, belle mobilité. Ah, voilà. Très très bien. Donc ensuite, vous pouvez poser et nous avons le fameux burpees international que tout le monde adore, n'est-ce pas? Ça ne me parle pas du tout, mais... Ah, c'est vrai? Non. Eh bon, eh bien le burpees, on place les mains au sol. On grenouille. On grenouille. On va se coucher par terre. Ah bah oui, bah, on y retourne. Et on revient. Ah non, mais et non. on saute. Okay. Et voilà. Alors, donc nous en avons 9 du premier, 6 du deuxième et 3 du troisième. Et donc ensuite, nous avons 4 tours à faire en tout. Et ça, c'est la routine. C'est une routine possible. Donc on y va, on essaye quand même au moins ah non, un tour. alors non. Au moins un tour. Au moins un tour. Au moins un tour. Ouais, mais allez, c'est parti. On peut. Non, assis, c'est pas grave, les filles, vous allez faire un gainage à la place. Regardez. Voilà, comme ça. Là, c'est plus simple pendant que les garçons ils font les sit-ups. On y va? Ah, je ne peux pas faire, mon dos ne suivra pas. Ok. Ça marche. Ok, c'est parti. Allez. Il y en a combien à faire déjà? 4. Non, il y en a 9. Dommage. Il fait les vite, hein. Voilà, donc là, il faut bien expirer pour monter. Voilà. Tout repose sur vous, Grégory. Mais alors, le problème, c'est que s'il va lentement, les filles, elles attendent. Hein. Il en est à 2. Il en est à 2. Je sais plus, j'ai pas compté. Oh, je pense qu'il en reste 3 là. Encore 2. Encore un. Ok, le prochain tour sera plus rapide. Ok, on y va, on se relève, on prend les kettles et on fait les goblet squats, c'est parti. Là, je le ferai. Ah, c'est bien, on fait en team, c'est génial. Voilà, on fait en équipe. C'est pas trop dur comme ça. Allez, c'est parti, il y en a 6, on y va. Et 1, tac, et on monte. Et 2, c'est parti. Ça, 3, ça va. Ça va. 4, 5 et 6. Ok, on repose, on fait les burpees. Il y en a 3 pour tout le monde, c'est parti. Voilà, Grégory. Allez, et 1. Grégory, quel athlète! Hop, bravo, voilà, bravo!
Merci beaucoup pour cette petite échauffement. Voilà, échauffement. On continuera hors antenne pour la suite Avec plaisir. du cours de CrossFit. Merci beaucoup à nos invités qui sont venus tout au long de cette émission spéciale fin d'année. Merci aux journalistes, chroniqueurs qui étaient présents, aux équipes techniques également. Réalisation signée Romain Aruspini. Le journal revient en direct. On vous retrouvera le 2 janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Bonne fête. Au revoir.